de vous présenter les derniers développements économiques et financiers et puis de vous rappeler quel est notre scénario, quelles sont nos anticipations pour les marchés financiers et donc les différentes classes d'actifs. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 20 avril aux alentours, et depuis, notre scénario n'a pas été bouleversé, il a été assez peu modifié. Notre scénario, c'est quoi? Je peux le résumer en quelques phrases. Nous anticipons pour 2024 une poursuite de la baisse de l'inflation, donc un retour de l'inflation à sa cible, une reprise modérée de l'activité en zone euro, et ces deux éléments permettraient à la Banque centrale européenne de baisser ses taux directeurs en 2024. Toutefois, en dépit de la baisse des taux directeurs, on aurait des conditions de financement, donc des taux longs notamment, qui resteraient sur des niveaux élevés et qui demeureraient restrictives, ce qui ne manquera pas d'avoir des impacts, notamment sur le secteur immobilier et sur les défaillances en France. Donc voilà, ça c'est le scénario général, je vous l'ai déjà présenté au cours des dernières réunions. Il n'est pas bouleversé, néanmoins, comme on va le voir, depuis notre dernière rencontre, on a quand même des éléments qui laissent penser que la baisse des taux courts pourrait être un peu moins rapide et un peu moins ample que ce qu'on pouvait penser en début d'année. Donc voilà pour le cadrage général. Donc pour commencer, eh bien, on va regarder le graphique de gauche qui nous représente encore et toujours l'inflation en zone euro, inflation qui, je le rappelle, est la croissance annuelle des prix. Donc l'inflation, on la regarde dans sa totalité, la courbe rouge, donc l'évolution des prix d'un panier de biens et de services représentatifs des ménages, et puis on la regarde aussi dans le détail en distinguant ces différentes sous-composantes. Alors comme je le disais la dernière fois, l'année 2023, ça a été la baisse de l'inflation. Et cette inflation, elle la poursuit sa baisse depuis le début de l'année. On a un point de plus, un mois de plus par rapport à notre dernière rencontre. L'inflation totale en zone euro, en avril 2024, elle est à 2,4%. Donc la croissance annuelle des prix, elle est à 2,4%. C'est bien, c'est une belle baisse. À la fin 2022, on avait dépassé les 10%, notamment à cause de la crise énergétique. Là, cette crise énergétique, elle semble derrière nous et l'inflation semble beaucoup plus maîtrisée. On est à 2,4% encore une fois, et l'objectif de la Banque centrale européenne, dont le mandat est le contrôle de l'inflation, eh bien cet objectif est à 2%. Donc on comprend bien qu'entre 2% et 2,4%, la marche est faible, hein, l'écart est limité, et donc ça c'est un développement favorable pour la BCE. Et c'est pour cette raison principalement qu'on estime que la Banque centrale européenne va baisser ses taux directeurs prochainement. Ces taux directeurs, je vous les représenter sur le graphique de droite. Donc les taux directeurs d'une banque centrale, c'est quoi? Ce sont les taux qui vont déterminer au jour le jour le montant auquel les banques se financent. C'est le coût de la liquidité pour les banques. Donc face à une inflation qui avait explosé, ces taux directeurs, ils ont été fortement augmentés. Vous voyez sur le graphique de droite, on a une hausse historique à la fois par son ampleur et sa rapidité, justement pour tenter de ralentir la demande et de vaincre l'inflation. Aujourd'hui, le taux de dépôt, donc le graphique bleu clair, la borne basse des taux directeurs, il se situe à 4%. Donc des banques centrales européennes qui ont agi face à l'inflation, mais qui aujourd'hui, avec cette baisse de l'inflation, vont pouvoir commencer à baisser les taux et vont pouvoir commencer à le faire très prochainement, puisque la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, c'est la semaine prochaine, et une baisse de taux est très largement attendue, c'est consensuel, et on a eu pas mal de discours de banquiers centraux au cours des dernières semaines qui laissent penser que c'est quasiment un fait accompli. Donc un taux de dépôt qui est à 4% aujourd'hui, mais qui la semaine prochaine devrait passer à 3,75. Donc une baisse de 25 points de base. Donc une baisse de l'inflation qui permet à la Banque centrale européenne enfin de baisser ses taux. Néanmoins, si une baisse de taux en juin ne fait pas de débat, la trajectoire au-delà est beaucoup plus incertaine. La Banque centrale européenne, c'est une institution qui fonctionne avec un conseil, c'est-à-dire qu'à chaque réunion, on a un représentant de chaque banque centrale de la zone euro, et donc on a tous ces membres qui se réunissent et qui débattent pour savoir s'il faut baisser les taux ou non. Et on sait qu'aujourd'hui, les débats sont nombreux et qu'il n'y a pas un consensus sur la trajectoire des taux sur l'année. C'est-à-dire, on est d'accord sur le fait de baisser en juin, mais de combien on va les baisser en plus au cours du reste de l'année, ça c'est une question qui fait débat. Et pourquoi il y a débat sur le reste de l'année? Eh bien parce qu'on observe en zone euro une reprise de l'activité qui est un peu plus rapide que ce qu'on anticipait. La dernière fois, je vous disais que la croissance était morne en zone euro.
Effectivement, hein, sur le graphique de gauche, vous avez la courbe noire, c'est la croissance trimestrielle du PIB. Donc le PIB, hein, ça représente la valeur ajoutée produite par l'économie de la zone euro sur une période. Si on regarde par trimestre, et ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, la tendance était extrêmement morne. Le PIB a stagné en fait sur toute l'année 2023, avec en plus une demande interne, c'est-à-dire une consommation des ménages et un investissement qui était très faible. Cependant, en début d'année, là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a des signes de reprise, hein. Déjà, si on regarde la dynamique pure du PIB, au premier trimestre 2024, le PIB a marqué une accélération, puisqu'on fait plus 0,3% relativement au trimestre précédent. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait eu tout au long de l'année 2023. Donc, une demande interne qui montre des signes de frémissement. Et puis, on a aussi des indicateurs plus avancés, des enquêtes qui témoignent aussi d'une embellie conjoncturelle. Sur le graphique de droite, je vous ai mis les résultats d'une enquête. Je la commente à chaque fois qu'on se voit. C'est une enquête qui est vraiment très suivie par les marchés. C'est l'enquête qu'on appelle PMI. C'est une enquête auprès des directeurs d'achat des entreprises. Et chaque mois, en fait, on va voir ces directeurs d'entreprise, ces directeurs d'achat, et on leur demande si l'activité s'est améliorée relativement au mois précédent. Et donc, ça donne cet indice. Sachant que 50, ça marque le seuil, la séparation entre l'expansion et la contraction. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 50, comme c'était le cas en 2020, vous êtes en forte contraction. Si vous êtes au-dessus de 50, vous êtes en expansion. Et donc, cet indicateur, pour la première fois depuis quelques temps, il indique une expansion de l'activité du secteur privé en zone euro et notamment des services. Donc, on voit qu'on a des signaux de reprise en zone euro qui se confirment. Nous, dans nos anticipations, on attendait une reprise de l'activité en zone euro, mais on la voyait plutôt à partir de l'été, quoi. On voit qu'elle est un peu plus rapide que ce qu'on anticipait, ce qui fondamentalement est une bonne nouvelle, puisqu'on a une demande interne qui semble retrouver des couleurs un peu plus rapidement que ce qu'on prévoyait, même si les défis auxquels font face la zone euro restent nombreux. Là, je parle d'une reprise modérée, je ne parle pas d'une accélération forte ou vraiment d'un haut de cycle, hein. On reste sur une situation qui a été compliquée pendant un an, et maintenant, enfin, on commence à reprendre un peu des forces. Donc, cette croissance qui accélère, qui va un peu mieux, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est sûr. Néanmoins, ça pose la question de la poursuite ou non du processus désinflationniste. Parce que ça, c'est un élément sur lequel j'avais déjà communiqué la dernière fois. Mais l'inflation, c'est vrai qu'elle a baissé, hein. Je reprends le graphique de la diapositive d'avant, graphique de gauche. L'inflation, elle est à 2,4%. C'est très bien. Mais l'inflation, elle a changé de nature. En 2022-2023, ce qui expliquait l'inflation, c'était l'énergie. Donc l'énergie, on n'y peut rien, entre guillemets, c'est un facteur exogène, externe, ça dépendait de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'inflation, elle n'est plus liée au prix de l'énergie, elle est liée principalement au prix des services. Et ça, c'est une dynamique qui est purement endogène, domestique. Car ce qui détermine le prix des services, principalement, c'est l'évolution des salaires. Or, on comprend qu'avec un marché du travail qui reste tendu en zone euro et une activité qui reprend, eh bien, ces tensions sur les prix des services pourraient demeurer importantes, hein. Actuellement, la croissance annuelle des prix des services, elle est à 3,7%. Et donc, avec des tensions sur les prix des services importants, on pourrait avoir une inflation qui finalement ne baisserait pas de manière aussi importante que prévu. Et c'est vrai que les données salariales qu'on a actuellement, elles restent élevées. Par exemple, en zone euro, au premier trimestre 2024, les salaires négociés ont enregistré une croissance annuelle de 4,7%. Et ça, pour la Banque centrale européenne, ça reste un niveau trop élevé. Donc là, vous comprenez bien la nature du débat. C'est-à-dire, d'un côté, on a des membres de la BCE qui disent, bah, écoutez, l'inflation, elle a quand même bien baissé, elle est proche de la cible. C'est vrai que l'activité se reprend, mais on est quand même sur quelque chose de morne, donc on va pouvoir baisser les taux cette année. De l'autre, il y en a qui disent, peut-être, mais attention, hein, le marché du travail est encore tendu, il faut encore attendre avant de baisser les taux de manière plus importante, hein. La baisse de juin ne fait pas de doute, mais au-delà, encore une fois, le débat est ouvert. Et ça, c'est vraiment ces développements qui rythment les marchés financiers, hein, depuis plusieurs semaines. C'est ça qui explique les variations hebdomadaires, hein, par exemple. Donc voilà un peu pour vraiment ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre et l'état du débat. Alors, est-ce que tout ça, ça remet en cause fondamentalement notre scénario? Comme je le disais, non, hein. Nous, on est peut-être plutôt du côté des membres accommodants de la Banque centrale européenne, du côté de ceux qui voient des baisses de taux, parce qu'on constate quand même, c'est que
Le processus désinflationniste est bien enclenché, hein. Sur le graphique de gauche, vous avez l'inflation en zone euro et vous avez les projections de différentes institutions, hein, du consensus des économistes, des prévisionnistes professionnels et les projections de la BCE. Et vous voyez que toutes ces projections s'accordent quand même sur un retour de l'inflation à la cible des 2%. Et pour nous, ce retour d'inflation à la cible des 2%, ça justifie qu'on puisse baisser les taux et on continue de penser que les taux directeurs de la BCE vont baisser cette année, vont baisser en juin, mais vont baisser au-delà puisqu'on prévoit 100 points de base de baisse des taux directeurs de la BCE en 2024. Donc pour faire clair, hein, le taux de dépôt actuellement il est à 4% en zone euro et on le voit passer à 3% en fin d'année. Donc ça, c'est ce qu'on représente sur le graphique de droite, hein. La courbe grise, c'est le taux de dépôt et puis les anticipations de la salle des marchés en gris. Et on vous a aussi mis en courbe rouge les anticipations des marchés financiers à différentes dates. Et ces anticipations, eh ben, on constate qu'elles sont extrêmement volatiles, hein, en l'espace d'un mois, elles peuvent changer du tout au tout. Et on voit que ces anticipations, si on regarde la dernière courbe rouge continue en date du 28 mai, ces anticipations, elles ont plutôt corrigé à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a encore un mois, le marché était plutôt aligné sur notre scénario. Il voyait 100 points de base de baisse. Aujourd'hui, le marché est moins baissier. Il ne voit que 50 points de base de baisse. Donc, on a un scénario qui aujourd'hui est un peu décalé par rapport au consensus de marché. Mais je pense que ce que vous pouvez retenir à votre niveau, c'est que quand même 2024 reste l'année de la baisse des taux et on peut voir entre 2 et 4 baisses de taux. Hein, donc 3 hein, si on doit couper la poire en deux. Donc, pour résumer, hein, on continue tout le temps, on continue toujours de penser que le processus désinflationniste est bien enclenché, l'inflation va revenir à sa cible de 2% et la Banque Centrale Européenne va pouvoir baisser ses taux. Je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, quand la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, il ne s'agit pas de soutenir l'activité, hein, il s'agit bien d'accompagner la baisse de l'inflation. Et ça, on peut le voir sur le graphique de droite, puisqu'on a représenté par une ligne pointillée bleue ce qu'on appelle le taux neutre théorique de la BCE. Le taux neutre, c'est quoi? Donc, c'est un concept c'est vraiment conceptuel, c'est de la théorie, mais ça serait le taux qui permet à la BCE ni de ralentir, ni de soutenir l'activité. Ça serait un peu un taux d'équilibre. Et on peut considérer que si les taux sont au-dessus de ce taux neutre, eh bien, la Banque Centrale Européenne est restrictive, elle ralentit l'activité et donc l'inflation. Et si elle est en dessous, elle est accommodante, elle soutient l'activité et l'inflation. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'on pense qu'on va rester au-dessus de ce taux sur toute la période et qu'on atteindra ce niveau de croisière, un peu ce niveau d'équilibre à horizon 2026. Donc, je résume, la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, selon nous, de 100 points de base en 2024. Puis elle va procéder à des baisses régulières jusqu'à atteindre un taux d'équilibre que nous voyons à 2,25%. Et ça, c'est un niveau assez consensuel. On avait encore hier une déclaration de banquier central, de président de la Banque centrale de Finlande, je crois, qui nous disait qu'il voyait le taux neutre entre 2 et 2,5%. Donc, voilà pour notre scénario sur les taux courts. Ça n'a pas changé, mais les risques sont encore plus haussiers qu'auparavant, et ces risques, eh bien, ils sont nombreux, et on est obligé quand même de les citer, hein, puisqu'on vit quand même toujours dans un contexte économique et géopolitique extrêmement incertain. Et si on fait la liste de ces risques, on voit qu'on a des risques qui, dans l'ensemble, sont plutôt de nature inflationniste. C'est-à-dire qu'on a des risques qui, s'ils venaient à se matérialiser, pourraient plutôt provoquer une hausse de l'inflation. Et cet environnement risqué, eh ben, une manière de l'illustrer, c'est de regarder le prix de l'or. Vous le savez, l'or, c'est la valeur refuge par excellence. C'est ce qui permet de se couvrir contre beaucoup de types de risques. Et le cours de l'or aujourd'hui, qu'on a représenté sur le graphique de gauche avec la courbe grise, donc échelle de gauche, eh bien, le cours de l'or a atteint un plus haut historique. Donc ça, c'est quand même bien une illustration du niveau d'incertitude qu'on a dans le monde aujourd'hui. Et parce que les risques ne manquent pas. Bon, déjà, on a des risques sur les prix du pétrole avec le conflit au Moyen-Orient, que vous avez tous en tête. Et puis, on a aussi pas mal d'échéances électorales cette année. Et la plus importante, eh bien, ce sont les élections américaines qui vont se tenir en novembre. On a un risque d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et Donald Trump, bon, déjà, il est très erratique au niveau des relations internationales, donc c'est difficile de faire des prévisions.
mais on sait qu'il a l'intention de mettre en place des droits de douane encore plus importants que ce qu'a pu faire Joe Biden. Et donc ça, théoriquement, ça peut provoquer des tensions inflationnistes. Et puis au-delà de ça, les risques de conflit ne manquent pas au niveau international. Un point qui est souvent mis en avant, au-delà du Moyen-Orient, c'est Taïwan, hein. Il y a encore 2 semaines, il y a la Chine qui a fait des manœuvres militaires importantes au large de Taïwan, alors que le nouveau président taïwanais, qui est réputé plutôt comme indépendantiste, faisait son investiture. Donc on voit que c'est pas c'est pas les sujets de préoccupation et d'inquiétude qui manquent. Et bien entendu, ça faut le prendre en compte. Et si certains de ces risques venaient à se matérialiser, le scénario que je viens de vous décrire pourrait être remis en cause. Et au-delà des facteurs géopolitiques et internationaux, il y a un autre point aussi aujourd'hui qui gêne la BCE, c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein. Les États-Unis, on ne peut pas en faire l'impasse parce que ça reste le marché directeur, hein. Les États-Unis, c'est le principal marché financier. Et ce qui se passe aux États-Unis se répercute toujours, d'une manière ou l'autre, sur la zone euro. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la situation macroéconomique est quand même assez différente. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait face à un choc inflationniste, comme la zone euro. La Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a fortement augmenté ses taux directeurs, comme en zone euro. Par contre, à la différence de la zone euro, on a une activité qui est restée très résistante. C'est-à-dire la croissance américaine, elle a atteint un niveau très élevé en 2022 et 2023, quand en zone euro, on était en pleine stagnation. Et ce qu'on observe en début d'année aux États-Unis, depuis le premier trimestre, c'est que l'activité s'est remise à accélérer et que l'inflation aussi. Et ça pose beaucoup de problèmes à la Banque centrale américaine, parce que la Banque centrale américaine, elle en est un peu au même stade que la Banque centrale européenne, c'est-à-dire elle a augmenté ses taux, elle attend que la baisse de l'inflation se confirme pour baisser ses taux, et aujourd'hui, elle a un peu moins confiance dans cette baisse de l'inflation. Ce qui fait que la capacité de la Banque centrale américaine à baisser ses taux prochainement est aujourd'hui remise en cause. Et si la Banque centrale européenne reporte sa baisse de taux, eh bien, ça pourrait compliquer l'équation de la BCE, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne pourrait être amenée à un peu décaler sa propre baisse de taux. Donc, vous voyez, les risques sont nombreux, encore une fois, sur le scénario de baisse de taux de la BCE. Nous, on maintient qu'on voit 100 points de base de baisse en 2024, mais on ne peut pas faire l'impasse des risques géopolitiques et puis de ce qui se passe, aux États-Unis. Donc voilà pour notre scénario de taux court. Donc encore une fois, il n'a pas changé par rapport à notre dernière réunion, mais on comprend que les risques sont importants et que la Banque centrale européenne pourrait baisser ses taux de manière un peu moins importante que prévu. Donc voilà pour ce qui est des taux courts. Maintenant, on va voir un peu comment l'environnement que je viens de vous décrire se répercute sur les marchés financiers et sur les différentes classes d'actifs. Et ce qu'on va regarder en premier lieu, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les taux longs, les conditions de financement. Et je vous le dis à chaque fois, mais pour regarder les taux longs, nous, on regarde ce qu'on appelle les taux souverains, c'est-à-dire les taux auxquels s'endettent les États. Et en l'occurrence, on regarde les taux à 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les taux souverains servent d'étalon pour tous les autres taux des autres agents économiques. C'est-à-dire, en théorie, en France, il n'y a aucune entreprise, aucun agent qui se finance à un taux inférieur au taux d'emprunt de l'État, donc au taux à 10 ans de la France, qui aujourd'hui est aux environs de 3%, aux alentours de 3%. Donc, je vous l'ai dit, les taux directeurs de la Banque centrale européenne, ils vont baisser cette année. On prévoit 100 points de base de baisse. Pour autant, on ne prévoit pas de baisse des taux longs. C'est-à-dire qu'en dépit de cette baisse des taux courts, les conditions de financement vont demeurer restrictives. Alors, de prime abord, ça peut paraître contre-intuitif, mais en réalité, ça s'explique. Et pour cela, il faut faire un peu de théorie. Les taux longs, en fait, on peut considérer que leur niveau reflète avant tout les anticipations qu'ont les investisseurs sur l'évolution des taux courts au cours des 10 prochaines années. Donc, ces anticipations, plus des primes qui correspondent à différents types de risques, le risque budgétaire, les incertitudes, les problématiques de liquidité, mais fondamentalement, les taux longs reflètent des anticipations. Et donc, ce qui compte pour le niveau des taux longs, ce n'est pas tellement le niveau du taux directeur maintenant, c'est les anticipations concernant l'évolution de ces taux directeurs. Autrement dit, les baisses de taux de la Banque centrale européenne que je vous ai décrites précédemment sont déjà prises en compte par les investisseurs. C'est déjà pricé, c'est déjà dans les cours.
Et pour que les conditions de financement s'abaissent significativement, s'assouplissent significativement, il faudrait que les investisseurs revoient à la baisse leur anticipation concernant le niveau des taux dans 10 ans, le niveau des taux courts dans 10 ans. Et ça, on n'en prend pas le chemin, parce que quand même le consensus aujourd'hui, c'est de dire qu'on arrive sur un environnement qui, à terme, devrait être plus inflationniste qu'auparavant. Puisqu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, à la veille de la pandémie, la problématique de la zone euro, c'était pas le niveau trop élevé de l'inflation. C'était une inflation qui était trop faible. C'est quand même un monde, ça paraît fou maintenant, mais on était quand même dans un monde complètement différent. L'inflation, elle était très faible, elle était en dessous parfois de 1%, et on parlait même de déflation, c'est-à-dire de recul des prix. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et le consensus, c'est plutôt encore une fois qu'on est dans un environnement plus inflationniste en raison de plusieurs facteurs, hein. Ceux qui sont le plus cités, c'est les besoins de transition énergétique, qu'entraîne potentiellement un renchérissement notamment du coût de l'énergie, et puis le phénomène de démondialisation, ou en tous les cas de régionalisation des échanges commerciaux, qui là aussi entraîne des tensions inflationnistes sur le prix du commerce. Autant d'éléments qui font que on considère, et ça c'est aussi plutôt consensuel, que les conditions de financement devraient rester sur des niveaux élevés. Pas vraiment de baisse du taux à 10 ans français, hein. Aujourd'hui il est à 3%, on pense qu'on va rester sur ce niveau. Donc baisse des taux courts cette année, 100 points de base, mais taux longs qui restent sur des niveaux élevés. Donc des conditions de financement qui demeurent restrictives, eh bien forcément ça va avoir un impact sur les autres classes d'actifs, et notamment sur les actifs non financiers comme l'immobilier. Donc là, on va se concentrer sur l'immobilier français. Donc l'immobilier français aujourd'hui, le marché immobilier aujourd'hui, il est gelé. On a une chute des transactions qui est très importante, fait moins 30% par rapport au pic. On a des prix qui n'ont corrigé pour l'instant que très faiblement, mais on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui l'attentisme domine sur les marchés financiers, sur les marchés immobiliers, pardon. La question qui se pose sur le marché immobilier, c'est quelles sont les conditions d'une reprise et est-ce que les taux immobiliers vont baisser. Et là, je pense que le message qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous, on considère que le potentiel de baisse des taux immobiliers est très limité. Pourquoi? Eh bien, comme je le disais, ce qui détermine le niveau, les conditions de financement à l'échelle de la France, c'est le taux souverain de la France, le taux auquel s'endette l'État. Et nous, ce taux, on le voit pas bouger, on le voit évoluer autour des niveaux actuels. Donc là, sur le graphique de gauche, vous avez la courbe orange, c'est le taux sur les nouveaux crédits immobiliers calculé par la Banque de France. Alors, il est un peu en retard sur vos grilles tarifaires. Là, il est à 4,1. Je pense que vous êtes plus autour de 3,8, 3,9, mais reste que c'est une donnée pertinente. Et puis en rouge, on a mis le taux à 20 ans souverain, donc le taux de la France, qui permet donc un peu de jauger. L'évolution du taux à 20 ans de la France nous renseigne sur l'évolution des taux immobiliers. Et le taux à 20 ans de la France, aujourd'hui, il est à 3,3%. Et nous, encore une fois, on ne le voit pas baisser beaucoup plus. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les taux immobiliers, ils sont à 3,8%. Nous, on pense que le potentiel de baisse, là, il est très limité. On voit, je sais pas, 25 points de base, c'est-à-dire qu'on le voit plutôt se stabiliser autour de 3,5%. Donc concrètement, ça signifie qu'on voit des conditions de financement pour les potentiels acquéreurs qui restent dégradées. Et dans ce contexte, on pense que pour que le marché immobilier reparte, en l'absence de baisse de taux, il va falloir une correction des prix, hein. Nous, dans le scénario central, là, enfin, à l'échelle de la Confédération, on parle d'une correction des prix de 10%. Bon, après, bien entendu, on réfléchit à l'échelle de la France, hein. Il y a des problématiques régionales et même au sein même d'une ville qui sont très différentes. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le secteur immobilier aujourd'hui est en difficulté. On a un marché gelé, mais on ne pense pas que les taux immobiliers vont baisser beaucoup plus, hein. Je vous dis, on peut dire 3,5 à peu près. Et donc, pour que ça reparte, il va falloir une baisse des prix parce que le pouvoir d'achat immobilier des ménages a été fortement amputé dernièrement, notamment avec la hausse des taux. Et si on veut qu'il se reconstitue, en l'absence de baisse des taux, c'est par les prix que ça passera, hein. Même si le gouvernement a annoncé des mesures plus macro-prudentielles, c'est-à-dire un allègement de certaines contraintes sur le taux d'endettement, ça suffira pas. Nous, on pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une baisse des prix pour que ce marché, qui encore une fois est gelé, hein, parce que la baisse des transactions est très importante, se reprenne. Donc un marché immobilier qui va devoir encore corriger selon nous pour pouvoir repartir en France.
Ensuite, maintenant, on va passer aux défaillances. Donc ça, c'est le graphique qui fait peur dans cette présentation, puisqu'on considère que ces conditions de financement qui demeurent restrictives, bah, elles vont avoir un impact en termes de sinistralité, et on estime que la hausse des défaillances, qui est déjà très importante, n'est pas finie. Il faut bien voir qu'en fait, il y a des différences entre un cycle économique qui se reprend et un cycle de défaillance qui est un peu retardé. C'est-à-dire que certes, la situation économique se reprend, mais le pic des défaillances, on ne l'a pas encore eu, parce qu'il y a un délai entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation de trésorerie des entreprises qui, selon les enquêtes, se dégrade ou demeure dégradée, et que donc on a d'autres défaillances qui arrivent. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. Donc je vous invite à regarder la courbe noire, donc les défaillances cumulées sur 12 mois en France. Aujourd'hui, on est à 60 000 et on pense qu'on va atteindre un pic autour de 65 000. Alors après, donc ce graphique fait peur, mais le point sur lequel j'insiste à chaque fois, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui s'était passé en 2021 et 2022. C'est-à-dire qu'on avait un niveau de défaillance qui était anormalement faible, en lien notamment avec les mesures de soutien gouvernementales, notamment les prêts garantis par l'État, et qu'aujourd'hui, on parle aussi un peu d'un retour à la normale. C'est-à-dire que ces défaillances, elles reflètent à la fois ces conditions de financement restrictives, mais aussi une forme d'épuration d'entreprises qui auraient dû faire faillite en l'absence des dispositifs de soutien gouvernementaux. Donc voilà. Et pour finir, donc un point sur les marchés actions. Alors ça, notre appréciation sur les marchés actions, elle n'a pas changé non plus. Ce qu'on constate, c'est que les marchés actions ont fait preuve de performances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les valeurs américaines. Vous voyez sur le graphique de gauche, j'ai mis en base 100 plusieurs indices. Et si on regarde le Nasdaq, la courbe grise, eh bien, depuis le 1er janvier 2020, le Nasdaq a fait plus 90%. Donc, ce sont quand même des performances exceptionnelles. La question qui se pose, donc, c'est que vont faire les marchés actions au cours du reste de l'année. Donc, si je le savais exactement, je n'aurais pas besoin de travailler, bien sûr, mais nos anticipations, c'est que les marchés actions vont globalement poursuivre leur hausse. Néanmoins, on voit quand même un risque de consolidation au tournant de l'année parce qu'on anticipe une légère modération de l'activité américaine. Donc, on ne pense pas qu'il va y avoir de grosses corrections sur les marchés actions, mais on voit plutôt une consolidation, une stabilisation. D'autant plus que si on regarde ces marchés actions, il y a quand même des éléments qui interrogent. On se demande si on n'assiste pas à des survalorisations, notamment dans le domaine de la technologie américaine. Et l'indicateur qu'on regarde pour jauger de ces survalorisations, il est sur le graphique de droite, c'est le ratio cours sur bénéfice attendu. C'est-à-dire la philosophie, si on regarde quel est le rapport entre le prix d'une entreprise et ses bénéfices attendus à 12 mois. Et l'idée, c'est que si le prix de l'entreprise est très largement supérieur aux bénéfices attendus, il y a une forme de survalorisation. C'est-à-dire, là, on donne une valeur qui ne correspond pas au profit que génère cette entreprise. Et donc, si on regarde ce ratio, cours sur bénéfice attendu à 12 mois, notamment pour le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques américaines, on voit qu'on est quand même sur des niveaux historiquement élevés. En fait, on n'avait pas vu ces niveaux depuis les années 2000, donc depuis la bulle Internet. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bulle, parce que je ne suis pas en capacité de l'affirmer, mais reste qu'on a des niveaux de valorisation qui peuvent faire craindre des consolidations ou des corrections. Donc, voilà. Donc, je résume, on prévoit toujours une poursuite du processus désinflationniste. L'inflation va revenir à la cible en zone euro. La croissance, elle, se reprend modérément et va continuer de se reprendre, notamment à la faveur de la baisse de l'inflation, ce qui va permettre à la Banque centrale de baisser ses taux en 2024, moins 100 points de base. Du côté des actifs financiers, eh bien, on estime que les taux obligataires vont rester sur leur niveau actuel, donc sur des niveaux élevés, ce qui va continuer de contraindre le marché immobilier et ce qui va continuer de provoquer une hausse de la sinistralité et donc des défaillances. Du côté des marchés actions, on ne pense pas qu'on peut avoir une forte correction. Néanmoins, dans la mesure où on anticipe une correction de l'économie, enfin une légère modération de l'économie américaine et que les risques sont importants, on pense qu'on est plutôt sur une progression modérée avec éventuellement une consolidation au milieu de l'année. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant ou pour plus tard.